donc Kent Fitzsimons, architecte enseignant dans l'école. Je vais présenter les projets pédagogiques qui ont lieu dans le cadre d'un partenariat que l'école a avec une université d'architecture et des beaux-arts à Hyderabad en Inde, qui est dans le cadre d'une collaboration plus grande entre les collectivités territoriales concernées. Donc je vais présenter tout cela. Impliqués dans ce projet actuellement sont moi-même, ainsi que Guy Tapi, qui est sociologue et professeur en architecture, professeur en sociologie ici à l'école. Et il y a d'autres enseignants qui ont été impliqués dans le passé et qui seront peut-être impliqués dans le futur, dont Houssine Alouian, qui est présent aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas inscrit parce que je ne sais pas si je l'ai convaincu de participer à nouveau dans ce programme. Et ça peut évoluer, évidemment, autrement. Alors, Hyderabad est une grande ville en Inde avec une population d'environ 9 millions de personnes. Et c'est une ville relativement jeune parce qu'elle a été fondée à la fin du XVIe siècle. Et il y a un paysage très particulier que je présenterai. Mais une des choses intéressantes à Hyderabad est que, comme des villes en Asie et dans l'Asie du Sud, c'est une ville avec une très forte croissance et une évolution économique et sociale assez rapide. Le contexte du partenariat que nous avons, et donc des activités pédagogiques, est un accord de coopération entre Bordeaux Métropole et le gouvernement de Telangana, qui est l'État dans lequel se trouve Hyderabad. Hyderabad est la ville capitale de cet État. Et cet accord de coopération, qui fait partie des accords de coopération décentralisés que l'État français encourage en France, porte sur 3 volets principaux: le développement urbain et notamment la question des transports en commun, mais également l'espace public, la qualité de la vie urbaine. Deuxième volet, l'aéronautique. Et troisième, l'enseignement supérieur. Et donc l'école d'archi et de paysage a été invitée de participer, de porter le troisième volet de cet accord. Et en 2015, il y a une convention de coopération entre Bordeaux Métropole et l'ENSA Bordeaux portant sur 4 partenariats internationaux, dont d'autres seront présentés aujourd'hui, dont Hyderabad. Je peux mettre ça à jour en disant qu'en 2016, l'école d'archi a signé une convention de collaboration avec la Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University, donc l'université d'architecture et de beaux-arts nommée pour le premier Premier ministre indien Nehru. Et donc nous avons actuellement notre propre accord. Les autres partenaires de donc je continue un peu sur le contexte avant d'arriver sur les choses un peu plus intéressantes. Les autres partenaires sont un organisme de promotion de la culture architecturale et urbaine en Inde, à Hyderabad, qui s'appelle le Architecture and Design Foundation India, l'Alliance française à Hyderabad, d'autres collèges et écoles d'architecture. Ça, c'est notre partenaire principal, l'université. On a eu des partenariats, on va dire, opérationnels concernant les transports en commun et la question du patrimoine. Alors, Hyderabad, donc ça, c'est une carte géologique de l'Inde qui date un peu, mais qui montre les différentes strates géologique dans le sous-continent, et Hyderabad se trouve ici, donc c'est plutôt dans le sud du pays. Juste pour référence, Mumbai est par ici, Delhi est ici, Chandigarh doit être quelque part par là ou par là, les Himalayas ici, etc. Et Pondichéry, que les Français connaissent bien, est quelque part là, ici. Donc Hyderabad est à l'intérieur et se trouve sur
comme vous voyez ici, la clé couleur rouge, se trouve sur un plateau qui est l'une des formations géologiques les plus anciennes au monde. C'est le plateau du Décan, dont les roches ont été formées il y a plus de 2,5 milliards d'années dans le passé. Et donc, c'est géologiquement un lieu très particulier. On voit aussi ici juste une photo aérienne qui montre l'étendue de la ville. Ici, vous percevez une rocade, mais cette rocade a un diamètre d'environ 35 km. C'est-à-dire que la rocade de Bordeaux figure ici. Donc, c'est une ville qui croît très vite et donc qui est sujet à un étalement urbain particulier. Le cœur de la ville ancienne est un fort construit sur une butte qui fait partie de ce paysage très particulier. Et donc, on a des endroits à Hyderabad qui donnent ce sentiment très archaïque. Et en même temps, c'est une ville très dynamique, active, très dense, colorée évidemment, très moderne, avec de la haute technologie partout. C'est une cybercité, c'est une ville qui est le siège social des opérations des GAFAs, Google, Apple, IBM, Facebook, etc., et dont leurs sièges sociaux indiens, si ce n'est pas pour l'Asie, à Hyderabad. Donc c'est une ville avec ces contrastes entre l'histoire et le futur. Paysage très particulier avec ces rochers qui ont été formés, comme j'ai dit, il y a très longtemps et dont l'érosion a créé ces sculptures naturelles qui sont totalement naturelles, qui sont éparpillées un peu partout dans la ville. Avec des usages divers et variés, comme ceci. Et l'autre particularité, c'est puisque le sol est très dur, il y a un réseau, un genre d'archipel de lacs et de plans d'eau sur tout le plateau. Et donc la ville s'est développée, comme vous voyez ici, ça c'est juste aux franges, la ville s'est développée en rapport avec ces formations rocheuses et ce réseau de corps d'eau qui ont des tailles variées et qui sont parfois le résultat d'infrastructures, notamment des barrages et des réseaux d'irrigation. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, la ville a une très forte croissance. Donc on a, du point de vue des architectes et des urbanistes en formation et déjà formés français, il y a des situations d'urbanisation très intéressantes et qui nous permettent de réfléchir sur ce qui se passe dans le monde, au-delà de nos frontières. Ça c'est un exemple. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Un élément urbain intéressant, et peut-être la raison pour laquelle il y a eu une coopération première entre Bordeaux Métropole et Hyderabad, est la création ex nihilo d'un réseau de transport urbain qui est un métro aérien, métro sur viaduc. Donc ils créent, ils construisent, et normalement le service sera opérationnel bientôt. On construit d'emblée 72 km linéaires de rails surélevés sur 3 lignes, 72 mètres carrés, donc 72 kilomètres linéaires, pardon. Donc pour vous donner une idée, aujourd'hui le réseau de TBC, le réseau de nos 3 lignes de tramway à Bordeaux, fait 42 km. Donc là, c'était construit en 3 phases. Là, d'emblée, ils construisent 72 km, ce qui pose des questions urbaines intéressantes parce que c'est une infrastructure extrêmement lourde qui perce les artères principaux de la ville, qui va totalement changer le paysage urbain, mais également les déplacements, le mouvement, l'image, la géographie mentale de la ville. Aujourd'hui, on se place beaucoup dans les tuk-tuk. Dans le futur, il y aura également cette option-là. Et donc, comme vous voyez, c'est une infrastructure monumentale. Donc, il y a tous ces changements. L'État de Telangana souhaitait que des architectes et urbanistes étrangers réfléchissent sur ces évolutions. Donc, on nous a invités de travailler. Nous sommes financés par Bordeaux Métropole
avec un financement, on va dire, d'argent. Et quand nous allons là-bas, nous sommes financés par une réception, une hospitalité assez agréable de nos hôtes indiens, donc logement, repas, transport, etc. Et nous avons entrepris un certain nombre d'actions pédagogiques dans ce cadre. Donc je vais vous présenter un peu rapidement les éléments principaux. Tout a commencé avec un workshop en 2015 qui a duré une semaine, avec donc Ossina Louiane, moi-même et Laura Rosenbaum, qui est une doctorante dans le labo Pavé, qui est également impliquée dans les coopérations. Et c'était la découverte. On avait 10 étudiants ici, de l'ANSA Bordeaux, et 40 étudiants indiens. Et nous avons travaillé sur une question qui était entre patrimoine et nouvelle mobilité. Et on pensait qu'on avait une certaine compétence pour parler de cela. Ça a bien marché, donc l'année d'après, au mois de juin, quelques étudiants indiens sont venus ici pour faire le workshop retour où nous avons travaillé sur une question patrimoine et mobilité ici à Bordeaux, plutôt sur les franges de la ville. A suivi à l'automne 2016 une nouvelle expérience où j'ai amené avec Guy Tapi, qui s'est joint à l'équipe. Nous sommes partis avec 20 étudiants du domaine habitat, donc qui est le domaine qui essaie de réfléchir sur la question de l'habitat et de l'habité. Nous sommes partis avec 20 étudiants et nous avons travaillé avec 80 étudiants indiens pendant une semaine sur un site qui était en mutation et dans lequel on allait densifier l'habitat. Et c'est devenu le projet de semestre pour les étudiants, les étudiants indiens et français, avec une production tout au long du semestre de projets d'habitat d'environ 300 logements sur ces sites. Et l'autre semaine de cette résidence concernait un travail de terrain, de relevé et de repérage pour fournir les éléments qui allaient informer une installation que nous avons produite pour septembre 2017 dans le cadre de Agora 17 et en particulier l'exposition Hyderabad Landscapes que je montrerai dans quelques instants. Ensuite, à peu près au même moment, nous sommes repartis avec Guy Tapi avec un nouveau groupe d'étudiants du master Habitat, le S9 de Habitat, pour s'attaquer à une nouvelle problématique d'habitat qui était sur les franges de la ville cette fois-ci, dans les lieux que nous avions justement étudiés pour l'exposition. Et la dernière action réalisée dans ce cadre était la venue d'une quinzaine d'étudiants et de 4 enseignants indiens pour un petit workshop plus sur le mode découverte, visite, conférence, rencontre autour de la question de l'habitat et la métropolisation contemporaine dans les villes françaises, notamment Bordeaux. Donc ça, c'est les actions. Alors comment est-ce que ça se traduit concrètement sur le terrain ? Nous tenons à travailler en groupe mixte avec des étudiants français et des étudiants indiens autour d'un travail de terrain, de repérage, de pré-projet. Donc ici, vous avez quelques exemples de 2015 avec les étudiants, le premier groupe sur le site. Et on travaille aussi, un peu classique, dans l'atelier à faire des présentations dans des conditions assez intéressantes parce qu'on peut avoir des pannes de courant qui font qu'on va éclairer les travaux sur le mur avec des téléphones portables, par exemple. Ça s'est passé une nuit. Donc c'est une belle découverte pour voir comment des jeunes dans d'autres contextes, dans d'autres pays, font leur formation. Les types de production sont très variés, des collages, le dépaysement de nos étudiants français là-bas génère des types de production assez riches.
je trouve, mais des choses aussi plus classiques, des analyses spatiales, de quartiers, des cartes temporelles, des repérages d'environnement naturel, etc. On fait l'objet de médiatisation. On était dans la presse, donc le grand journal national, le Hindi, mais aussi un journal plus local qui est écrit en Telugu, Telugu, qui est la langue locale de l'État de Telangana. Et donc on voit nos étudiants français, vous reconnaîtrez peut-être certaines. Donc ça, nous avons travaillé plus récemment sur donc la question comme j'ai dit, de conception d'habitat. Et comme vous imaginez, à nouveau pour nous aller là-bas, il y a un dépaysement assez intéressant sur les manières d'habiter dans une ville dense, une ville en croissance avec des contrastes technologiques très 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 forts. Des modes d'occupation de l'espace, des rythmes, des temporalités, des modes de fête très différentes et parfois aussi très semblables. Et donc tout ça est une découverte, un dépaysement qui permet à l'atelier de projet de reposer la question du rapport entre les usages et l'espace matérialisé, donc l'architecture, la ville, etc. C'est un peu l'objectif de l'atelier S9, c'est de reposer la question pour que les étudiants aient un genre de dépaysement et sont obligés de reformuler leur compréhension donc du rapport entre les pratiques et l'espace, les cultures, les sociétés et l'espace. Et donc quelques exemples de travaux assez classiques, ça c'est Claire et Élise, des analyses de sites qui résultent en une production de projets d'habitat, plutôt d'habitat dense dans ce contexte, qui essaie d'être sensible au mode de vie tant à l'intérieur du logement que dans les espaces qu'on dit publics, l'espace public est conçu d'une manière entièrement différente là-bas. Donc on essaie d'être sensible à ces choses-là et en même temps en apportant quelques compréhensions des évolutions que nous avons en France. Donc ça donne ce type de production. Je vais aller un peu vite, mais juste pour vous montrer, on va dire c'est assez classique comme production, mais ça fait partie de la formation habitat que nous menons ici. Donc perspective, des types d'espaces intermédiaires partagés par quelques logements qui sont très typiques dans la culture du sud de l'Inde. Là, une petite séquence maintenant sur l'exposition. Donc, je montre la diversité de production qui a lieu dans le cadre de cette coopération. Et j'ai presque fini. Et donc, nous avons figuré avec notre exposition dans le cadre d'Agora au mois de septembre dernier. Expérience que je n'oublierai jamais, tellement c'était riche et compliqué. Et donc, nous avons occupé une salle dans une galerie d'exposition dans le quartier Saint-Michel avec une genre de carte en relief, un bas-relief à l'échelle de 5 millièmes au sol sur lequel on pouvait marcher les pieds nus ou en chaussettes, qui permettait de comprendre le rapport entre le réseau de lacs, de cours d'eau, de tout cet archipel d'eau, de plans d'eau, avec d'une part la topographie et notamment les rochers, et d'autre part l'urbanisation, la tâche urbaine. Il y avait quelques maquettes zoom à l'échelle de 5 centièmes qui permettaient de mieux apprécier donc, le rapport entre l'eau qu'on voit ici, la topographie qu'on voit ici et le bâti, des bâtiments religieux, un temple, des bâtiments d'activité, du logement plutôt modeste. Et donc ça, c'était cette installation. On s'est intéressé à ces conditions sur les franges de la ville où il y a un habitat un peu précaire, qu'on dirait organique, des lotissements un peu plus organisés, un peu plus classe moyenne, et des résidences fermées
qui sont encore plus aisés malgré la densité. Voilà, on voit ce développement un peu en patchwork ou en saute-mouton, parce que, comme vous voyez, les terrains qui restent vides, parce que ce genre d'opération est juste le résultat d'un genre d'opportunisme. Et donc, dans ces situations, il n'y a pas de planification globale, et donc nous avons essayé de travailler sur cette condition de la frange urbaine en apportant peut-être des idées pour mieux, pas forcément faire un master planning, mais mieux saisir les opportunités entre paysage, urbanisme et pratique spatiale. Et donc ça, c'était l'objet de l'atelier que nous avons effectué entre le mois de septembre et le mois de janvier dernier, avec 7 étudiants français et environ 60 ou 80 étudiants indiens. Et tout cela est fini avec la venue donc des étudiants indiens, cette quinzaine d'étudiants qui ont présenté il y a quelques semaines le résultat de leurs travaux du semestre sur le même site que nos étudiants français qui ont travaillé en parallèle. Donc on a eu des présentations croisées qui a permis de constater les différences dans les modes de travail, les différences dans le vocabulaire, évidemment la sensibilité à cette culture et les modes d'habiter. On a constaté que les étudiants français, par exemple, sont très intéressés par l'ancien, les anciens modes d'habiter, alors que les étudiants indiens, ils comprennent tout à fait les évolutions dans la demande sociale, dans les désirs des jeunes indiens. Et donc on a vu des contrastes assez incroyables entre des projets français très petite échelle, dense et bas, avec une promiscuité d'habiter très marquée qu'ils ont constaté dans certains lieux de la ville, et du côté des étudiants indiens, des échelles plus affirmées, pas tout à fait Singapour ou Shenzhen, mais quand même des échelles de bâtiments, des échelles d'espaces ouverts qui rappelaient un peu plus peut-être les années 60-70 chez nous, mais avec des styles architecturaux peut-être un peu plus contemporains. Donc ce croisement est intéressant parce que ça permet à chacun de se situer dans des évolutions plus globales de l'urbanité et de l'habitat. Et voilà, et ça c'est l'image, je pense que c'était l'image de la fin, qui montre ce rapport entre l'ancien et la ville nouvelle. Je ne sais pas, Guy, si j'ai oublié quelque chose qu'il faudrait dire. Donc voilà, je terminerai ma présentation comme ça. Merci beaucoup.